Nouvel épisode, bonjour tout le monde, bonjour Clarence. Bonjour Alex. On se retrouve aujourd'hui, alors pas d'épisode sur un nouveau joueur de notre 11. Pas encore. On en a déjà fait 3, on essaye d'intervertir à chaque fois. Aujourd'hui, on a décidé de faire un petit point sur plusieurs sujets qui nous intéressent. On peut dire sur la saison, plus ou moins. Ouais, mais avec un gros focus sur un pays, principalement. Parce qu'on avait fait l'épisode où on avait beaucoup parlé de la Serie A. Ouais. C'était pas très positif. Là, on va partir sur l'Espagne et la Liga. On avait fait ça. On avait fait Liga, on avait fait Serie A, on avait parlé un peu de Première Ligue aussi, dans le même épisode. Ouais. On continue. En plus, let's go. J'ai le maillot qu'il faut. T'as le maillot qu'il faut, t'as le maillot d'une superstar de la Liga. Ouais, on peut le dire, l'un des meilleurs joueurs de la Liga. Je dirais même le meilleur arrière-gauche de la Liga, puisque c'est l'arrière-gauche de l'équipe type, Carlos Romero. Ouais, devant Baldé, devant... Je sais même... Ouais, si, au Real Madrid, il y en a 40 arrière-gauche parce qu'ils sont tous nuls. Ouais, en vrai, il y en a un, il s'appelle Ferland Mendy, mais encore faut-il qu'il fasse une saison entière. Ouais. Après. Mais bon. Et aussi, d'ailleurs, s'il fait une saison entière, vous allez voir qu'on n'aura plus de problème d'arrière-gauche en équipe de France, mais ça, c'est encore un autre débat. Parce que vous allez voir, aujourd'hui, on va parler aussi de Lucas Digne à un moment, parce qu'il a gagné, il n'y a pas longtemps, une coupe européenne qui n'a pas beaucoup de hype. Ouais, on va parler de tout ça, Liga, un peu de Coupe d'Europe, un peu de ce qui se passe sur les bancs en Europe, parce qu'il y a plein de choses qui changent en ce moment. Mais ouais, Liga c'est bien. Liga, je vais avoir besoin de toi, parce que je pense que tu regardes beaucoup plus la Liga que moi. Bah, ces derniers temps, ouais. Donc ça va être l'épisode de Clarence. Je ouais, on va dire ça comme ça. Mais ouais, la Liga, on peut en parler parce que je sais que j'ai eu beaucoup de fois le débat sur, en vrai, est-ce que la Liga c'est vraiment un bon championnat ou pas ? Parce qu'on voit briller le Real, on voit briller le Barça, parfois l'Atlético. Et c'est plus ou moins tout sur la scène européenne. Donc si tu ne te branches pas sur la Liga, souvent, si tu te branches que Ligue des Champions et que tu regardes pas plus que ça, tu as peu de chances de voir ce qui se passe là-bas. Et pourtant, c'est un championnat qui est déjà très relevé, mais surtout qui est super intéressant parce que là, par exemple, on est vendredi 22. Demain, on est à la 38e journée, donc dernière journée, et il y a 6 équipes qui peuvent descendre et 6 équipes qui peuvent jouer l'Europe. Tous les ans, j'ai l'impression que tous les ans, il y a un championnat comme ça. Ça tourne un peu. Tous les ans, il y a des championnats où, à une journée de la fin, tu peux être relégué ou en Coupe d'Europe. Cette année, ça tombe sur la Liga. C'est ça. Et je te rejoins un peu sur le truc du championnat très intéressant. Moi, pendant très longtemps, j'ai pas regardé la Liga parce que ça va encore faire hipster de dire ça, mais en fait, j'avais l'impression que c'était incroyablement surcoté. Mais parce que dans les médias, on parlait tout le temps du Classico, du Real Madrid, du Barça, Messi, Ronaldo, etc. J'avais l'impression qu'on nous faisait bouffer la Liga, mais tous les jours, plus que le championnat de France, limite. Alors qu'on était en France, et tout le monde s'en foutait de la Ligue 1. Ah oui, clairement. Tout le monde était les yeux rivés sur le Classico tous les jours. Et donc au final, j'en avais un peu marre, parce que j'ai l'impression qu'on en faisait beaucoup trop. Et ces dernières semaines, mois, années, du coup, avec l'Espagnol, etc., j'ai commencé à regarder des matchs de Liga, et j'ai découvert, c'est très 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 présent. Il y a des clubs que tu as envie de voir. Tous les clubs ont des atmosphères différentes. C'est ça qui est intéressant. Comme tu dis, tous les clubs ont des atmosphères différentes et tu as envie d'aimer certains clubs. Moi, ça me fait penser. Moi, je suis content que ça me fait penser à la Bundesliga, en fait. J'ai l'impression que ces deux championnats se ressemblent beaucoup et continuent de se ressembler en plus. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent de plus en plus parce qu'il y a l'idée il y a les gros clubs au-dessus, mais tu as des clubs moyens ou un peu inconnus en Europe qui au final tabassent régulièrement du monde en Coupe d'Europe parce qu'ils sont forts, ils sont très forts. Très très forts. Des joueurs, là où en Première Ligue, j'ai l'impression que tout le monde connaît tous les joueurs de Première Ligue, que ça soit la Liga ou la Bundesliga, c'est un peu le même truc, t'as des mecs inconnus au Rayo, à Vigo, à Elche, à Majorque, etc. Et des mecs qui sont incroyablement forts, mais qui sont dans des petits clubs et surtout on connaît pas les noms parce que personne n'en parle d'eux et ça me plaît beaucoup. Donc ouais, je suis content qu'on parle un peu de ça. Ouais, c'est parce que c'est vraiment ça. C'est ce que je trouve à la Liga, comme tu dis, c'est que tu peux encore découvrir des talents.
Parce qu'en première ligue, souvent, là par exemple, on a le petit jeune français qui est à Bournemouth, je crois, Croupi. On a déjà eu un reportage sur lui, on connaît son père. C'est bon, on a tout eu. Pendant ce temps, il y a plein de petits jeunes en Liga, qui eux sont en train d'essayer de se battre pour aller en Europe. T'as un club comme le Betis Séville où il y a plein de joueurs qu'on connaît déjà et qui vient reprendre une place en Champions League. Et en fait, c'est tous ces petits éléments qui donnent le sourire en fait quand tu regardes le championnat. C'est la petite magie du football. Ouais, et surtout j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Ça fait partie des championnats où il n'y a pas de... Tu t'ennuies pas quand tu tombes sur un match. Ça peut arriver évidemment, il y a toujours... Partout, il y a des vieux 0-0 dégueux à 15h et ça arrive, mais en Liga aussi. Mais c'est rare parce qu'il y a... il y a une recherche quand même. Et un truc qui me plaît bien, moi, c'est qu'il n'y a peut-être pas en France, pas encore en France. Ça existe un petit peu dans les autres championnats, mais surtout en Liga, j'ai l'impression. C'est des équipes, des coachs avec des idées très précises et qui restent sur leur idée et qui vont mourir avec leur idée. Et tant pis si ça ne fonctionne pas, si ça te fait perdre pendant 6 mois d'affilée, ouais. Tu gardes le coach et tu gardes l'identité de jeu, tu gardes la tactique, tu gardes les joueurs. Et c'est vrai que ça, c'est kiffant. Ouais, et ils assument complètement. À chaque fois, maintenant, c'est devenu un peu hype maintenant, mais il y a le fameux truc du Retafe. Oui, Retafe, c'est dégueu. Retafe, mais ils l'assument complètement. Ouais. Alors que là où il y a plein d'autres équipes qui jouaient dégueu avant, je m'en souviens, il y a plein d'autres clubs en Europe qui faisaient des fautes et qui étaient tout le temps en train de se plaindre en disant mais non, mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas le même budget, c'est parce qu'au final, on fait pas tant de fautes que ça, et on est quand même, on propose un peu du jeu, mais on fait nos moyens, etc. En Liga, t'as un club comme Retafe qui fait ah oui, non, mais on s'en fout. Assume, clairement. Ah oui, on va faire 50 fautes, on va marquer que sur coup de pied arrêté et en contre-attaque, et on vous emmerde. Et vous le savez. Tout le monde est au courant, à vous de vous adapter. Voilà. Et de la même manière qu'on va s'adapter à un tiki-taka de Barcelone, c'est une autre façon de voir le football. Et comme tu dis, c'est ce qui rend les matchs intéressants, parce que t'as comme tu dis, des tacticiens sur les bancs de touche. T'as des joueurs qui sont très techniques où du coup ça permet aussi beaucoup plus facilement de proposer quelque chose, parce que quand tu sais que ton milieu de terrain il pourra aligner 7 passes d'affilée sans avoir de problème, c'est beaucoup plus simple que quand il y a un mec derrière qui sait pas trop jouer au ballon et qui doit balancer au bout d'un moment. Donc ça tu le vois beaucoup dans des matchs. Par exemple, tu vas voir Séville jouer, ça joue bien mieux qu'un milieu de tableau lambda de première ligue. Et pourtant, Séville, ça va être 13e. Ouais, t'as des clubs aussi. J'ai l'impression que le niveau est tellement homogène que t'as Séville, qu'on est nous habitués à voir en Europa League, etc. Là, ils luttent pour le maintien. T'as Valence, qui était quand même un gros nom et qui reste un gros nom. Ça fait des années que ça lutte pour le maintien. L'Espagnol, toi, voilà. T'as... c'est quoi t'as Gérone. Gérone qui jouait la Ligue des Champions l'année dernière, qui maintenant est pratiquement... qui va peut-être descendre. Ouais. T'as Villarreal qui a fait une saison plutôt bonne et qui ne gagne plus depuis un certain bout de temps. Bilbao aussi. Bilbao exactement. Qui bloque un peu. Ouais. Qui bloque à fond. T'as la Sociedad qui vient de gagner la coupe, mais qui est 10e. Qui vraiment, s'il n'y avait pas la coupe, limite, ils allaient finir vraiment ventre mou sans rien. C'est ce qui rend le truc intéressant. Puis des ambiances bizarres. Je sais que c'est toujours des clubs compliqués. Par exemple, personne n'en parle, mais ça attire pas le regard. Mais c'est toujours compliqué, par exemple, d'aller battre Majorque à Majorque, parce qu'il faut faire le voyage, il faut machin. L'ambiance est bizarre. C'est compliqué d'aller jouer à Vigo parce que c'est dans le vent, la pluie, t'as le risque de te prendre un bout du toit du stade sur la tête. Donc c'est génial. Et c'est ce que j'ai remarqué. T'as le Rayo qui est en Coupe d'Europe. Ouais, le Rayo qui joue là en Coupe d'Europe, qui va faire une finale. Et ce que j'allais dire, c'est que j'ai remarqué ça. Et pour le moment, il n'y a qu'en Espagne que je le vois. C'est ton parquage visiteur
qui est en haut du stade. Tu peux pas entendre tes supporters. Ils voient pas bien le match. C'est n'importe quoi. Bah, en fait, ça aussi, ça m'intéresse, le truc. Un peu n'importe quoi. Et je pense que c'est pour ça que c'est un peu attirant, la Liga. Alors, j'essaie de le dire sans être... sans être méprisant. La Liga, alors que c'est un championnat avec des clubs énormes, des budgets énormes, des stars énormes, ça a toujours cette vibe de bricolage. Ouais. J'ai l'impression Clairement. que tous les clubs sont en bricolage, mais tous les jours. Tu regardes, je crois que c'est le stade du Rayo, où Oui. t'as un grand mur rouge là, parce qu'ils sont en train de refaire la tribune depuis je sais pas combien de temps, et je sais même pas s'ils refont même la tribune. Ouais, mais il y avait même l'histoire au Rayo où l'éclairage du stade est branché sur une multiprise dans la salle de presse. Et il y a un journaliste qui avait débranché pour brancher son PC et du coup qui a coupé l'éclairage du stade. Tout le stade. Et comme tu dis, c'est vraiment du bricolage. Ouais, mais mais du bricolage à tous les niveaux, parce que t'as les stades, je disais, t'as Vigo, qui est, j'ai l'impression depuis que je suis gamin, le stade à Vigo est à moitié en ruine et à moitié refait, avec tous les ans, il y a un ouragan et le toit qui s'envole. T'as donc Séville qui est en bricolage parce qu'ils ont toujours des problèmes de finances alors que c'est le club qui a gagné le plus d'Europa League, mais en même temps ils sont en déficit, mais ils continuent de recruter des joueurs incroyables. Ouais. Le Betis en face c'est pareil. J'ai l'impression que tout est bricolé et ils arrivent malgré tout. Le Real, le Barça, ça doit être des clubs immenses. C'est là tu peux regarder, pour le moment le Real de Madrid c'est le gros bricolage. Barcelone, on parlait des stades, ils ont joué pendant 1 année et demie, même 2 ans, je crois. Ils vont continuer encore. Encore Oui, ils ont décidé qu'ils allaient rester encore un peu plus à Montjuic plutôt que retourner encore dans leur stade. Et ça bricole aussi financier, c'est parce que je sais... Alors, je pense que je mettrai le tableau, mais un truc incroyable, c'est que le Barça, ces 3 dernières années, a de quoi faire 1 ou 2 recrutements tous les ans. C'est-à-dire qu'ils ont 5-10 millions, et c'est fini, c'est tout. parce que c'est le Barça, putain, c'est le Barça, ils peuvent plus acheter un mec. Ça n'a aucun sens. Et là, ils sont heureux parce qu'ils ont économisé le salaire de Lewandowski. C'est incroyable. Donc ça bricole, mais ils chopent des titres, ils sont toujours bons. Ouais. Donc c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça que ça les rend un peu attachants, ces clubs-là, parce qu'il y a plein d'histoires. Alors je pense qu'on ne connaît pas dans d'autres championnats, et il y a d'autres clubs qui seraient tout aussi attachants, mais là on a la chance de connaître les histoires. Et là j'en parle, et j'ai plein de trucs qui viennent, et tu te dis, mais en fait c'est marrant, t'as envie de les aimer parce qu'ils sont c'est un peu des guignols, mais des guignols super talentueux. Par exemple, t'as Valence, je sais pas si t'as vu ça. Valence, ça fait quasiment 15 ans, je pense, qui était en faillite à cause de leur nouveau Mestalla. Donc il y avait le Mestalla normal, à côté un truc en béton qui a jamais été fini, parce qu'ils avaient plus d'argent pour le finir. Le Valence a toujours été en galère depuis une dizaine d'années, ils ont failli faire faillite 2 ou 3 fois. Là, en fait, ils ont redécidé de continuer les travaux. En fait, ils ont fait, en fait, c'est bon, on a retrouvé un peu de millions, on sait pas comment, on sait pas trop où. On va relancer. Et on relance les travaux qui étaient à l'arrêt depuis une dizaine d'années, donc on refait les nouveaux stades, alors que vous êtes même pas sûr de rester en Liga. Je vais encore parler de l'espagnol parce que c'est ce que je connais le mieux, je pense. Mais le nouveau stade, il est inauguré l'année d'après, on descend. C'est vraiment le truc du... comme tu dis, on réfléchit sur l'instant T. Voilà, on pense pas trop à ce qui se passera plus tard. On y va, on teste. Si ça fonctionne, super. Si ça marche pas, bon, au moins on aura essayé. Et vraiment, c'est l'ambiance que ça rend en Liga. Et c'est clairement ce que je vais regarder, ce week-end, et ce que je vais continuer de regarder l'année prochaine, parce que c'est ce qui rend le tout intéressant. Tu parlais aussi de la proximité avec le football allemand. L'idée des socios, bon, maintenant, ça se fait beaucoup moins, mais ne serait-ce que cette idée-là, ça reste ancré dans l'esprit des supporters. Ouais, d'avoir un vrai rôle dans le club. C'est ça, d'avoir ce sentiment d'appartenir vraiment au club, de pouvoir influencer le club. Et là, je sais, je vais être relou avec l'espagnol, mais c'est comme ça. Tu le vois avec l'attachement qu'il y a autour du coach, qui, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il n'a pas gagné sur l'année 2026 jusqu'à il y a 2 semaines. Et pourtant, quand les supporters y voient Manolo González passer, tout le monde est content. Tout le monde va lui serrer la main, tout le monde a besoin de lui donner de la force. Ouais, ça fait partie des trucs, comme je disais, où ils sont attachés à
j'ai l'impression qu'ils sont les clubs espagnols ont l'air beaucoup plus attachés à leur projet de base, en fait. Quand ils décident d'une idée, ils vont essayer d'y aller vraiment jusqu'au bout. À part peut-être les gros clubs. Non, à part peut-être le Real Madrid. À part seulement Madrid. Et sinon, tous les autres, quand même le Barça, l'Atlético, ils ont leur idée. Tu regardes Simeone, il est là, il bouge pas. On l'a vu encore cette année. Il fait une demi-finale de Ligue des Champions où il y a peut-être un monde où il aurait pu passer en finale encore une fois. Il a des joueurs qui sont là pratiquement depuis le début de son projet. Il fait le travail, il ramène des nouveaux joueurs. Tu regardes son fils. On a vu des photos qui ont tourné il n'y a pas longtemps. Quand ils font le trajet pour aller en finale de Champions, je crois, il a 12 ans. Et là, tu le vois, il est titulaire avec le même club. Et en vrai, il est déjà vieux dans l'effectif. Ouais. Donc, tu te rends compte très vite avec ce genre de projet, ce genre de club, qu'ils sont vraiment attachés à une idée. Et ils la poursuivent jusqu'à ce qu'ils aient le résultat qu'ils espèrent, en fait. Ouais. Si on fait le bilan un peu de la saison, du coup, parce qu'on a parti sur plein d'idées sur la Liga, les grandes lignes, mais si toi, tu dois faire le bilan de ce qui t'a... Allez, s'il y a une ou deux choses, 2-3 choses peut-être, qui t'ont marqué vraiment cette année. Des trucs qui t'ont fait... qui m'ont fait kiffer Soit qui t'ont fait kiffer, ou même que t'as détesté, mais qui ont retenu ton attention sur la saison de la Liga. Déjà, le parcours européen des clubs de Liga. Ouais. Parce qu'il y avait le Celta dont on a parlé tout à l'heure, qui a fait une grosse campagne quand même, et c'était en conférence si je ne me trompe pas. Le Rayo, pareil en conférence, qui vient d'atteindre la finale. Celta, ça me fait penser à ça parce que je les ai vus aussi en vrai contre l'Espagnol, où tu as tout un effectif, tout un esprit, une façon de jouer aussi, qui m'a bien marqué, qui m'a donné envie de regarder d'autres matchs en termes généraux. Évidemment, les dramas au Real Madrid. Ouais. Parce que c'est extraordinaire. Un club aussi grand que ça, qui a ce genre de problème, c'est incroyable. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment une télé-réalité. Comme j'ai dit, je l'espère là maintenant que Mourinho il retourne, qu'ils vont faire un All or Nothing avec Prime. Parce que j'ai envie de voir. Vraiment, ça peut être incroyable. J'ai envie de voir. Mais c'est principalement ça qui va... Évidemment, Barcelone, dont on oublie de parler souvent, le FC Barcelone. Parce que, comme on dit, la Liga, c'est facile, il y a les deux gros. Donc, on sait qu'ils vont gagner, plus ou moins, c'est ce qu'on pense tous. Mais là, ils sont en passe de faire potentiellement 97 points. Ouais, surtout le Barça, du coup, ça fait quoi ? Ça fait 4 titres sur les 3 dernières années ? Ouais. Pour un club qui est justement pour un club qui est en crise ces dernières années, qui est en pleine crise, qui se refait par rapport à seulement ses jeunes joueurs, et tu te rends compte que vraiment il y a une ADN Barcelone qui se base sur des recrutements. C'est Lewandowski qui est gratuit. Ouais. Tu casses la tirelire pour Joan Garcia et c'est 25 millions. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, dans le football d'aujourd'hui, 25 millions c'est rien du tout. Ouais, mais sinon, le reste, c'est quoi ? C'est Inigo Martinez qui n'a pas dû coûter très cher. Ouais, c'est Joao Cancelo que tu as attrapé en prêt et tu as fait plein de magouilles pour l'avoir. C'est Rashford en prêt, encore une fois, c'est du bricolage. C'est du bricolage, ouais. Du bricolage complet. Et pourtant, tu les vois jouer, parce qu'on peut tous penser ce qu'on veut du club en lui-même, mais quand tu les vois jouer, au final, il y a, encore une fois, ce dont on parlait, une identité de jeu qui se retrouve. Et des joueurs qui sont aussi incroyables. Là, justement, parce que le fait d'être un peu plus attiré que d'habitude pour la Liga, j'ai regardé il y a quelques semaines. Du coup, il y avait le Barça Real. C'est incroyable. C'est le travail fait par Flick au Barça, d'arriver à faire jouer cette équipe de cette façon-là, avec les joueurs qu'il a. C'est-à-dire que de voir un effectif qui, au final, qui paraît incroyablement fort, mais je suis sûr que c'est un peu le biais du maillot. Ouais. Parce que je suis sûr que si on met exactement les mêmes joueurs dans d'autres clubs et on enlève leur nom, on enlève le maillot du Barça, tout le monde dirait que c'est pas si incroyable comme effectif. Et là, il te fait passer Ferran Torres pour le meilleur avant-centre d'Espagne. T'as l'impression que Ferran Torres, il est incroyablement fort. Parce que moi, je me rappelle Firmine qui joue ailier gauche alors qu'il est milieu défensif, ou Koubarsi qui devient un chef de la défense. Mais en fait, c'est tous ces trucs-là où parce que le coach, parce que le moment, parce que plein de trucs qui font que ça donne vraiment envie de regarder.
Ouais. Et tous, comme je disais tout à l'heure, ils sont plus ou moins tous jeunes. Et ça donne envie de suivre l'ensemble du projet. Bah, ça donne presque envie, c'est un peu cynique, mais ça donne presque envie de voir d'autres clubs dans les mêmes difficultés que le Barça. Pour voir comment ils s'en sortent. Ouais, parce que en fait, ça les a obligés à trouver des solutions qu'ils imaginaient peut-être pas avant, parce que c'était plus facile d'acheter un mec 60 millions et puis voilà, c'est réglé. Là, t'es obligé de trouver des trucs, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'à l'époque, ils n'auraient pas pensé à aller chercher Rashford en prêt. Ouais. Sauf que Rashford, il fait sa saison. Et c'est exactement ça, parce qu'un mec comme Marcus Rashford, il était quand même un peu éteint. Il le récupère en prêt. Il vient d'un Manchester malade, après être passé par Aston Villa, un passage nul. Jamais de sa vie, il se dit qu'il va aller à Barcelone. Jamais de sa vie, ce joueur-là doit toucher Barcelone. Mais pourtant, ça se fait. Et quand ça se fait, en plus, ça se fait bien. Ouais, ça se fait bien et tout colle et tout a l'air de bien marcher. Moi, il y a un truc, par exemple, il a annoncé son départ, donc on peut faire le point sur lui à Barcelone. Par exemple, c'est Lewandowski. Alors cette année, c'était un peu moins bien, mais parce qu'il a 37 ans, 38 ans maintenant. On se dit, c'est incroyable, ils ont été chercher un mec de 34 ans, il a marqué 20 buts quasiment tous les ans, même cette année encore, il en a mis 10-12 en étant remplaçant. T'as l'impression qu'il a apporté un truc dans cette équipe, et tu peux que les féliciter, parce qu'ils étaient en crise, ils avaient plus d'argent. Ils vont chercher un avant-centre qui avait 35 ans, et ils prennent 3 titres en 4 ans. Donc, et tu peux rien lui dire, en fait. Tu peux rien dire du tout. Et je sais que la comparaison, elle est un peu tirée, mais c'est là où tu te dis, il y en a certains qui, à cet âge-là, sont partis dans d'autres championnats qui sont un peu moins cotés. Lui, il est venu à Barcelone, et il a quand même réussi. Ouais. C'est vraiment, moi, je trouve juste ça génial. Et je sais que tu voulais parler d'un autre joueur qui part de la Liga. Ouais, le fabuleux Antoine. Ouais. C'est pareil, Antoine Griezmann, au final, ça fait partie de ces joueurs qui, je pense, qui sont des talents incroyables, mais qui ont donné une image à la Liga. Oui. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, en tout cas, j'imagine pas Antoine Griezmann ailleurs qu'en Liga. Parce qu'on l'a vu jouer que là-bas. Oui, même. C'est vraiment, comme tu dis, je ne vois pas. Si on imagine, il avait été dans les petits papiers de Manchester City. Je le vois pas avec le maillot de Manchester City. Je le vois pas dans un autre championnat. Je le vois pas. Je veux dire, dans les stars, un peu les joueurs marquants de Liga, il y a des joueurs que tu t'imagines ailleurs. Par exemple, tu vois, tu prends Real, tu prends Vinicius. Vinicius, tu le mets à Manchester United, ça me choquerait pas. Tu le mets à Chelsea, côté gauche, pareil. Tu peux lui mettre n'importe quel maillot, ça restera le même truc. Griezmann, j'ai l'impression qu'il était, il représentait un peu, mais à la même échelle que, par exemple, des mecs comme Oyarzabal à la Real Sociedad, toi t'as Ravi Puado, là on parlait du Rayo Vallecano, il y a ce fabuleux Izzy Palazón qui est le tout petit capitaine là. Mais il ne peut pas jouer ailleurs en fait. Comment il s'appelle, Borja Iglesias. Tous ces joueurs-là, comme tu dis, ils peuvent pas jouer ailleurs. Et Griezmann avec sa séance d'adieu à Madrid qui était incroyable. Félicitations à lui parce que ce club a quand même tout fait. On parlait de Retafe avant. Ce club depuis 15 ans j'ai l'impression qu'ils ont tout fait pour être les méchants en fait. Ils ont tout fait pour être détestés. Ah non, mais bien sûr. Mais en même temps... Ils ont assumé leur rôle du mauvais. Ouais, mais ils l'ont assumé en ayant toujours des joueurs que tu peux pas... à qui tu peux pas en vouloir. Ouais. C'est-à-dire que tu peux pas détester Griezmann. Non. Parce qu'il te rend le match quand même magnifique. Comme ils ont pu avoir Forlan, Falcao, Torres, Agüero, Godin, vraiment tous. Un mec comme Koké, par exemple. Ouais, voilà. Koké, Saoul, etc. Exactement. C'est des mecs qui... ils ont réussi à créer ce truc ils sont devenus les gentils méchants. Ouais. C'est les méchants que tu détestes, mais que t'aimes bien détester. En fait, c'est ça, c'est les méchants, mais qui sont quand même les personnages principaux. Donc c'est vraiment ce truc que tu te dis, je comprends tout à fait pourquoi ils sont méchants. Je suis même d'accord avec leur façon de jouer. Si c'était moi dans cette équipe, j'aurais donné la même énergie. Ouais, et puis, moi, je sais pas si t'avais le même truc, c'est que
en même temps, j'étais presque content de les voir gagner comme ils le faisaient. Ah oui. En Moi, fait, ça m'aurait un peu déçu que... qui changent complètement leur façon de jouer. Mais ils ont changé en plus. Ils ont changé à chaque fois. Par exemple, pendant plusieurs... Bah, maintenant, ils sont passés un peu plus à 3 derrière. C'est un peu plus offensif qu'avant. C'est... Là, selon les matchs, selon les décisions, mais ils ont essayé de faire des trucs, mais ils gardent toujours cette idée de on est les méchants et on va assumer, comme tous les autres clubs de Liga, à part peut-être le Real. C'est vraiment Ouais. c'est vraiment le truc, c'est que c'est le seul club qui ne veut pas être en Liga en fait. Bah, parce qu'ils se comportent comme je pense que ça, il y a ce point-là qui joue beaucoup. Le Real, c'est le club qui a gagné le plus de coupes européennes, de Ligue des Champions. Et donc, je pense qu'ils se comportent comme un club européen. Ça veut dire que dans leur tête, ils sont dans une sphère où il y a leur truc à eux, ils doivent se comporter comme tel. En Liga, il n'y a pas la place pour ça. C'est sois qui t'es, assume ce que t'es et fais ton football. Et c'est ce qui est kiffant. Et comme tu dis, le Real, c'est ce qui manque. Pour moi, c'est là où ça manque je dirais même d'identité. Tu vois ce qui se passe cette année avec un coach qui arrive avec une idée claire. Il a les joueurs qu'il faut, il va mettre ses choses en place. Je crois qu'il y a, comment il s'appelle, je crois que c'est Garcia qui rentre dans l'effectif, ou je sais plus comment il s'appelle. Gonzalo devant là. Ouais. Où tu vois que c'est choix de Xabi Alonso, clairement. Je vais mettre ce joueur-là en avant, etc. Mais pourtant, il y a un président qui décide que, parce que je sais quelle raison, alors qu'il vient de prendre, il venait de taper l'Atlético en Super Coupe d'Espagne, il perd la finale. Ça arrive, c'est un classico certes, mais ça arrive. Il se fait virer. Un peu crade. Ouais, le Real Madrid, je comprends pas. Moi, ça me permettra d'en parler, parce que je voulais parler après de tous les changements d'entraîneur, etc. Mais on peut commencer par celui-là. On peut y aller. Moi, le fait de ne pas garder Xabi Alonso, ça n'a aucune logique. En fait, si tu vires Alonso, déjà tu donnes raison à juste 2-3 mecs dans ton vestiaire qui veulent pas faire ce que Alonso leur demande. Sauf que, qu'est-ce qui te dit qu'une fois que tu vas mettre quelqu'un d'autre, ils vont le faire en fait. Ouais. Et là où ça fait encore moins de sens, c'est de céder là-dessus, de dire on enlève Alonso et on met Arbeloa qui va apprendre en même temps que vous, etc. Et qui va être un peu plus souple. Mais dans ce cas-là, fais pas revenir José après. Parce qu'il... Il est pas clair le message. Non. Vraiment, à ce moment-là, le message, comme tu dis, déjà à partir du moment où tu mets Arbeloa, qui est un coach en vrai sans expérience, ou en tout cas certainement pas à ce niveau, tu peux pas derrière repasser à José en disant maintenant on va mettre de la fermeté dans le vestiaire. C'est pas cohérent. Xabi Alonso, quand tu vas le chercher, en sachant en plus que Xabi Alonso c'est pas le premier club qui le demande, il y va en se disant que je vais pouvoir mettre en place ce que je veux avec un club qui est très haut et donc qui a aussi les moyens de mettre en place ce que je veux. Et toi, après quelques mois, tu décides de le virer. Un peu petit. Vraiment, et là, maintenant, tu récupères donc José Mourinho en pensant que c'est celui qui va mettre de l'ordre dans le vestiaire. Un mec qui va mettre de l'ordre dans le vestiaire. Comme tu dis, est-ce que, après ne pas avoir écouté Xabi Alonso, pourquoi ils écouteraient José Mourinho, ces joueurs-là ? Oui, pourquoi, et surtout, là où on comparait avec les autres qui ont des projets, on disait que le Barça, ils ont eu l'idée de suivre une ligne et de s'y tenir, et ça a fonctionné. L'Atlético, ça fait 15 ans qu'ils suivent une ligne, même toi, l'Espagnol, ils l'ont suivi alors qu'ils n'ont pas gagné pendant 17 matchs, 18 matchs. Le Real, depuis des années, j'ai l'impression que c'est eux, c'est les rois d'Espagne, selon leur nom, un peu. C'est les rois d'Espagne, en tout cas au niveau du budget, au niveau de l'argent qu'ils dépensent. Mais sauf que c'est le plus gros bricolage. En fait, c'est un bricolage beaucoup trop cher. Ouais. Vraiment, c'est ce truc où comme tu dis, tu vas pour aller bricoler un truc, tu payes beaucoup trop d'argent pour faire quelque chose que après, une fois que tu l'as fait, tu dis finalement c'est pas ce que je veux. Tu peux pas dépenser autant d'argent tous les ans et te pointer avec dans ton équipe pas un seul latéral gauche vraiment en qui tu peux avoir confiance. Il n'y a pas un latéral droit.
en défense centrale, t'as des mecs qui ne sont blessés depuis 3 ans Ouais. ou qui échappent au carton rouge tous les matchs par miracle. Ouais. Tu peux, en fait, T'as te balader un milieu avec. de terrain où à chaque fois tu fais jouer un milieu en défense. Ouais. Tu fais monter un autre mec au milieu. Tu sais pas trop comment les faire jouer. Du coup, tu mets Valverde en tant que milieu droit ou ailier droit. Ouais, ou arrière droit, et en même temps, t'as Kamavinga à gauche. Et en même temps, tu te retrouves à vouloir faire jouer absolument 2 mecs qui ont littéralement la même zone. Ouais. Ils sont très forts. Il n'y a rien à dire. Attention, qu'on soit clair là-dessus. Tous ces joueurs-là sont vraiment très très bons. Il n'y a pas de problème Ouais, là-dessus. ils sont même 3 parce que t'as Rodrigo qui est dans la même zone aussi, qui se retrouve à droite parce qu'il n'a pas le choix, mais lui son poste c'est à gauche aussi. Avec aussi Arda Güler qui fait doublon avec Brahim Diaz, eux Bellingham dans les pattes aussi. En fait, tu te retrouves avec que des trucs où soit ton poste est rempli de 4 mecs, soit il n'y a personne. Et c'est du bricolage, comme si ça ressemble à un club amateur qui pioche dans son équipe réserve le dimanche matin. Qui dit toi aujourd'hui tu vas jouer à droite parce que il n'y a personne dans tous les cas. On espère tous que tu ne te blesses pas parce que si jamais il y a un changement à faire, ça va être compliqué. Ça pue, hein. Tu regardes, ils ont gagné la Ligue des Champions, si je me trompe pas, c'était du coup il y a 2 ans, avec Jude Bellingham devant, où clairement il n'est pas à son poste. Et ça a vendu rêve à tout le monde parce que tout le monde se dit Jude Bellingham il est trop fort. Ouais, mais parce qu'en fait on l'a mis attaquant. Là, depuis qu'il est passé au milieu de terrain, on se rend compte que il est plus aussi fort que ce qu'on pensait. C'est surtout qu'il est. Tu peux pas partager T'es obligé de partager les zones d'influence sur le terrain. Et là, il est obligé soit d'aller faire des trucs pour lesquels il est pas fait. Et dans ce cas-là, je pense que lui, il se dit mais pourquoi c'est à moi de le faire alors que je me considère pas moins bon que les autres. Soit il se retrouve à faire la même chose que les 2 autres devant lui. Et tout est compliqué. Mais oui, tout est compliqué. Et c'est pour ça que c'est du bricolage et c'est du n'importe quoi. Mais en même temps, c'est du n'importe quoi qui donne envie de regarder la Liga parce que toutes les semaines, tu te dis ok, c'est le Real. Ok, ils ont des stars incroyables. En vrai, pas sûr qu'ils battent Majorque en fait. Ouais. Parce que Majorque, ils vont défendre bien. Ils vont envoyer 2 corners sur Muriqi. Et sauf que le problème, c'est que la défense du Real, c'est n'importe quoi. C'est Pitarch qui est au marquage de Muriqi, ça fait 2-0 quoi. Et c'est trop bien. Mais en fait, c'est clairement ça. Et ça crée du challenge. Ça crée du suspense juste parce que les mecs prennent des décisions catastrophiques. Quoi. Ouais. Mais ouais, on va voir ce que ça va donner avec le Mou. Moi, je vais pas te mentir, j'y crois pas. Je le dis face caméra et dans le podcast. J'ai pas peur de le dire de manière publique. J'y crois pas parce que je me souviens d'une phrase qu'il avait donnée, je crois qu'il était déjà au Real quand il a sorti celle-ci, où il disait que c'est difficile d'avoir un vestiaire où tous les joueurs, ou en tout cas la plupart des joueurs, gagnent plus que le coach. Et donc ça veut dire que là on arrive dans un vestiaire où là c'est pas nécessairement gagné dans le sens monétaire, ce sera plus dans le statut, dans l'attitude, dans tout ça. Mourinho il sort d'une saison où il a pas perdu mais il est quand même pas champion. Ouais, et puis il sort de d'autres expériences. Une période très difficile. Ouais, où il a fait des bonnes choses, mais je pense même aussi qu'on en attendait peut-être trop et que du coup c'est possible aussi, oui. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Pouvait. Et en fait, ça fait maintenant, quand on regarde, ça fait un bon bout de temps où il est dans des clubs où il fait ce qu'il peut faire. Ouais. Et le football a une mémoire assez courte, ou en tout cas les footballeurs ont une mémoire assez courte. Là, il y en a certains qui ont entre-temps gagné la Ligue des Champions 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ouais, et puis là, Mourinho, quand il arrive à Chelsea ou quand il arrive au Real la première fois, tous les joueurs sur le terrain ont soit joué contre le Porto ou le Chelsea de Mourinho, soit l'ont vu à la télé. Là, les années ont passé, les mecs qui sont sur le terrain, la seule chose qu'ils ont vu de Mourinho, c'est Tottenham et la Roma, quoi. Ouais. Ou Fener, s'ils ont pris le temps de regarder. Mais sinon, comme tu dis, c'est Tottenham et la Roma. Ouais. Et ou Benfica, ou maximum à partir de Manu United. Ouais, voilà, ou Manu, ouais. Ça se finit mal. Et tu te dis, dans ces conditions-là, parce qu'on se rend pas compte, pareil,
Mourinho, il envoie Tottenham en finale de la Cup, si je ne me trompe pas, avant qu'il se fasse virer. Bah, il fait déjà les 2 finales avec Manchester. Il fait les 2 finales avec Manchester. Il prend même du coup un titre avec Manchester. En fait, il fait, comme on a dit, il fait ce qu'il peut, mais dans ce qu'il peut, il fait des choses incroyables. À la Roma, il va prendre du coup la Conference League. Ouais, mais et après, le problème de Mourinho, c'est qu'il a fait des choses incroyables, mais ça s'est à chaque fois, là, bah, en tout cas ces dernières années, ça s'est confirmé le truc de ça se finit mal parce qu'il les sort les mecs. Ouais. Et bah, ça devient pire qu'avant en fait. Mais Mourinho, c'est le genre de coach où, une fois qu'il a gagné, c'est bon, tu le remercies et tu lui dis bah merci pour tout, on reprend le projet à zéro. Au Real, ça va être difficile de dire ça. Ça va être difficile de faire ça. Bah, c'est surtout que ça, c'est ce qu'ils sont censés faire maintenant. Donc en fait, tu fermes les yeux pendant 1 an en espérant qu'il fasse un nouveau miracle à la José et en te disant peut-être l'année prochaine ça ira mieux. Ouais. Alors que tu avais déjà le coach pour le faire. Xavi Alonso, c'était déjà le coach qui pouvait te permettre de tout changer, de repartir sur un nouveau cycle, de dire merci Rodriguez, merci Alaba, merci machin. Merci Militao, merci à vous tous, c'est fut un plaisir maintenant, au revoir. Quoi. C'est votre dernière année, profitez, on va installer Huysen, on va installer Kamavinga, Tchouaméni, on va installer Alexander-Arnold milieu de terrain, je sais pas. Mais au moins, on va mettre quelque chose de nouveau en place. Ouais. Et non, ils n'ont pas voulu. Maintenant, on va voir comment ça va suivre. Mais pour parler du coup de Xabi Alonso, lui, je pense qu'il va, contrairement à ce qui va se passer au Real, je pense que ça va bien marcher pour Xabi Alonso. Parce qu'on le sait tous maintenant, Chelsea, quand ils font une saison catastrophique l'année d'après, c'est la folie. Et donc là, je pense qu'avec les budgets, les effectifs, les partenaires clubs et tout ce qui va avec autour du Chelsea Football Club, ça va être un moment parfait pour que Xabi Alonso puisse briller. Moi, je suis partagé. Je sais pas quoi en penser de ce transfert, de cette signature de Xabi Alonso à Chelsea. Parce que j'ai l'impression que le monde entier a été surpris. Parce que le monde entier s'était mis d'accord depuis environ 8 mois, non, quasiment, depuis le départ de Xabi Alonso du Real. Le monde entier du foot s'était dit ok, très bien, donc Arne Slot va servir de Liverpool et Xabi Alonso va pouvoir prendre Liverpool. T'es gentil de dire que les 8 mois depuis Leverkusen, tout le monde s'attendait à ce que. Et surtout, tout le monde se disait déjà ah bah oui, mais regardez, en plus l'effectif de Liverpool il colle parfaitement, il va pouvoir retrouver Wirtz et Frimpong. Il y a Szoboszlai, il va pouvoir en faire son milieu de terrain qui prend un peu tous les postes. Tout était, en fait, c'était tellement écrit que j'ai l'impression que des gens ont été surpris quand ils ont vu Xabi Alonso à Chelsea, parce qu'on pensait tous que c'était déjà signé en fait. J'ai l'impression que c'est l'effet Mandela quoi. Tout le monde a l'impression d'avoir vu la news, Xabi Alonso à Liverpool. Et en fait on fait quoi, fuck. Mais comment ça à Chelsea? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ils l'ont viré aussi. Bah non, il y a jamais été en fait. Et donc déjà, félicitations à Arne Slot qui garde son poste, parce que c'est un miracle. Mais pareil, je pense que ça rentre dans ce qu'on disait tout à l'heure. Visiblement à Liverpool, on le laisse construire son projet. Ouais. Qu'est-ce que ça va donner? Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est le moment de le changer. Mais oui, alors en tout cas, Xabi Alonso à Chelsea, alors, au-delà du côté surprise, je pense que ça peut être un truc incroyable, parce que déjà, je crois beaucoup en Xabi Alonso comme coach. Son Leverkusen était vraiment trop bien. Son Real au début était très bien, une fois avant qu'il se fasse saboter. À Chelsea, l'avantage déjà, c'est un peu horrible de dire ça, mais il pourra quasiment construire son effectif parfaitement parce qu'il a 60 joueurs sous contrat. Donc il pourra trouver exactement dans tous les profils, il va les trouver. Dans tous les joueurs à Chelsea, à Strasbourg, à Boca, je sais pas où. Il va faire le tour tranquillement. Il va pouvoir dire il me faut lui et lui, et ça va être parfait. Il aura des joueurs vraiment adaptés à ce qu'il veut faire. Parce que des joueurs de qualité, il en a plein, quoi. Ah oui. Ah mais il s'est rempli de ça dans l'effectif de Chelsea. J'ai beau penser ce que je veux du club en lui-même, mais là ils ont un effectif qui est très jeune encore une fois. Ouais. Donc ça va permettre beaucoup de choses. Ils jouent pas de coupe européenne, en tout cas c'est pas encore certain. Donc ça veut dire que c'est aussi un club qui va pouvoir se concentrer sur un objectif. Et c'est beaucoup plus simple toujours, hein, et comme je disais tout à l'heure, on le sait quand c'est Chelsea, ils doivent se concentrer, ils le font. Ouais, et puis il y a des petits trucs tout bêtes, mais je pense que ça peut jouer à un moment ou à un autre, ça. Par exemple, ils vont pouvoir compter dès le début de la saison
sur par exemple un Cole Palmer qui sera frais parce qu'il n'aura pas fait la Coupe du Monde, vu qu'il n'est pas sélectionné avec Malheureusement l'Angleterre. pour lui, mais... Ouais, mais ça veut dire qu'il a une prépa entière, quoi. Ils font la prépa ensemble, parce que je pense... Là, en repensant à ça, un mec comme Joao Pedro, pareil. Il n'y est pas non plus. Donc ça veut dire que tu peux construire ton équipe dès le départ, faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas ce truc dans le vestiaire de on s'est vu à la Coupe du Monde et je suis dégoûté parce que j'ai perdu ci ou parce que j'ai perdu ça. Non, nous on a passé l'été ensemble. Ouais, c'est bon, on est prêt. Quasiment tout leur effectif sera assez au frais, à part peut-être les Argentins, parce que je crois qu'il y a Barco aussi qui va y aller, qui a déjà signé là-bas et tout. Mais il va avoir une belle équipe. Ils vont encore avoir, je suppose, 300-400 millions à dépenser pour reboucher 2-3 trous qui manquent. Mais ouais, Chelsea l'année prochaine, bon, j'ai l'impression que tous les ans on dit Chelsea, cette année ça peut le faire, mais bon, à un moment ou un autre ça va le faire. Tu peux pas avoir 60 joueurs sous contrat avec que des gros talents comme ça sans que ça marche. Ça marche pas, bon. Non, sauf si tu continues de prendre Rose Senior et machin. Mais là, t'as pris un bon coach. Non, normalement, il y a de quoi faire pour Chelsea. Et surtout, là, on continue dans les changements de coach. Il va se retrouver face à des gros changements en Première Ligue. Parce que parmi les concurrents prévus, y a un entraîneur qui s'en va, c'est Guardiola. Ouais. Manchester City, ça a une grosse inconnue l'année prochaine. Parce que... Mais vraiment, moi, je sais pas si le club va tenir le choc. Et ça, c'est une pattern qu'on a vu dans d'autres clubs. On l'a vu à Manchester United. On l'a vu à Arsenal. Mais et surtout... même à Tottenham, en vrai, quand tu regardes. Chelsea City qui récupère, du coup, l'ancien coach de Chelsea, qui récupère Maresca. Ouais, mais c'est... Après, ça, c'est aussi le truc la tournée des coachs en Première Ligue. Et c'est surtout la tournée des mini-pep. Ouais, il était dans son staff, il a la même coupe de cheveux, il a les mêmes habits. Ouais, c'est bon. Donc il ressemble, et voilà. Mais c'est pour pas trop gêner les joueurs, ils auront l'habitude de toujours voir un show sur le bord du terrain. C'est pour ça que j'ai lancé des lives Football Manager, on sait jamais, après Maresca, peut-être que voilà, peut-être que... Non, mais clairement, ça va être intéressant. Ça va être intéressant l'année prochaine, la PL, pour d'autres raisons. Mais celle-ci, donc, les changements de coach. On l'a vu, par exemple, là, avec Unai Emery, qui a encore gagné une Ligue Europa. Qu'il y a un certain, on va dire, style de jeu, ou en tout cas style de coach, qui est en train de vraiment prendre le contrôle en Première Ligue. Et je pense que ça va tout bousculer aussi. Bah ouais, parce que un Emery, par exemple, avec un Chelsea, un City qui sera un peu plus dans l'inconnu. En même temps, un Emery qui tous les ans est en Coupe d'Europe et qui continue de faire progresser son équipe, qui va peut-être, je suppose que maintenant qu'ils ont gagné une Coupe d'Europe, qu'ils vont être qualifiés en Ligue des Champions. Ouais, ils jouent la Ligue des Champions. Peut-être que des mecs comme Rodgers, comme Tillmans, ça va rester. Tout ça reste. Hein. Moi, je pense très sincèrement que la grande majorité de l'effectif de Villa va rester. Ils vont même récupérer des mecs. Ils vont en récupérer, je pense aussi. Et t'as vu, par exemple, imagine par hasard ça se passe mal pour Tottenham, t'as quand même 2-3 joueurs de talent. T'as plein de joueurs à récupérer, mais bien sûr. Et on a beau dire ce qu'on veut, même à West Ham, t'as plein de joueurs à récupérer. Jet Spence. Non, pas Jet Spence. D'ailleurs, qui fait la Coupe du Monde, je comprends. Mais bon, une autre discussion, un autre jour. Mais clairement, t'as vu, tu parles de Rodgers, je suis sûr que les clubs européens ne sont pas encore sur lui. Parce que c'est pas le joueur le plus clinquant, c'est pas celui qui se met le plus en avant. Donc c'est un joueur qui est propre à Villa. Tu vois, c'est le genre de joueur. Guardiola serait resté à City, je me dis City se serait placé sur Rodgers. Oui. Tu vois avec ce qu'ils ont fait avec Semenyo par exemple. Voilà. Oui, bien sûr. Là, maintenant, je me dis, il va peut-être rester à Villa. Bien sûr. Et je sais pas. Et j'aime bien les joueurs à City. Il y a un beau effectif. Ouais, l'année prochaine, je suis pas sûr qu'ils soient vraiment. Déjà, est-ce qu'ils vont tous rester ? Est-ce qu'ils vont tous rester ? Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a une concurrence qui va être supplémentaire. Parce que Arsenal sera toujours là, ils ont une belle équipe, etc. United, du coup, qui a signé. Ils ont confirmé Carrick. Donc Carrick est maintenant l'entraîneur. Il va pouvoir mettre en place lui. En même temps, c'est logique. Carrick, depuis qu'il est arrivé, il est quasiment invaincu. Et les 2 intérims qu'il a fait, il était meilleur coach que tout le monde. Donc, au bout d'un moment... je crois que United a quasiment le même rythme qu'Arsenal sur les derniers mois. Parce qu'ils ont vraiment dominé tout le monde. Donc c'est logique. On peut espérer qu'ils soient encore là l'année prochaine à ce niveau-là.
t'as des clubs qui sont tellement riches que tu peux jamais les mettre sur de deux côtés, parce que si Tottenham se maintient, ça reste un club qui peut-être sera une meilleure saison que cette année. Et on a beau dire ce qu'on veut, De Zerbi, je pense qu'il a lui aussi une vision. Ouais. Et il y a un monde où lui, il va arriver avec un truc en disant, bon, ok, je vais prendre tel joueur. Le reste, ça s'en va. Parce que comme tu dis, un mec comme Spence, qui, je ne sais pour quelle raison, a une cote incroyable. Ok, pas de souci, on vous le vend. Il court vite. Waouh, quelle qualité. Après l'Espagne, l'Angleterre, ça va être un beau changement à prévoir avec tous ces coachs qui arrivent. On en a déjà parlé, il y a José qui revient aussi, ça va être très drôle. Je sais pas trop où va Guardiola, je pense qu'il va aller nulle part. Ou attendre. Je pense qu'il va attendre un peu. Après, peut-être pas. Mais pour le moment, il a conquis l'Espagne, il a conquis l'Angleterre, l'Allemagne, peut-être en Italie. Je vois pas où en Italie en fait. Il ira à la Juve, je pense, parce que ça correspond à la personnalité du monsieur. Avis personnel encore une fois. Peut-être, ouais. Mais je pense que un club comme la Juve, en plus, c'est le bon moment. Et il reconstruit tout là-bas. Alors, moi, je pense que Guardiola, il est pas assez patient. Quand tu vois l'effectif de la Juve, t'as pas envie. Je suis sûr que Guardiola, tu lui dis coucou, ok, t'as décidé de partir de City, tu vas lâcher Haaland, Semenyo, Cherki. Et regarde, on a Openda. On a Openda, mon gars. Ça va être incroyable. On a Openda et Vlahovic devant. Il va faire. Ouais, je sais pas trop. Ouais, je vais peut-être attendre un peu quand même. Peut-être une sélection, c'est bien aussi. Ouais, peut-être aussi. Hein. C'est peut-être mieux. Hein. L'Espagne, ils m'ont appelé, je crois aussi. Ouais, voilà. Ouais. Ou alors, je sais pas, le Brésil. Ou faire comme. Moi, je le vois bien faire, tu sais, comme ce que Klinsmann avait fait quand Klinsmann était super hype après la Coupe du Monde 2006 et aller prendre la sélection des États-Unis. Parce que Guardiola, il avait fait ça. En plus, il avait vécu à New York. Il a grave un monde. Il habitait là-bas avant d'aller au Bayern et tout. Je vois bien, tu sais, le truc du j'arrive pour être un peu le saver c'est moi qui vais vous ramener du soccer. Ouais. Je vais faire de la sélection, un truc. Peut-être. À voir. Ou alors il va juste s'enfermer pendant un an. Il va travailler des nouvelles tactiques. Et, il va s'enfermer, comme il avait fait, il va s'enfermer pendant un an avec Bielsa et ils vont regarder des cassettes de match comme des fous. Et après, les deux vont revenir sur le circuit et ça va être une folie. Et on les retrouve en finale de Coupe d'Europe. Magnifique. C'est l'objectif, en tout cas. Enfin, c'est le football. Pareil. Je sais pas est-ce que j'ai vraiment envie de voir Guardiola encore gagner peut-être il ira à Marseille. Hein. Désolé. Mais ça non, mais je crois que Marseille, il préfère Genesio. Il préfère un autre Pep. Ouais. Sinon, t'avais un autre sujet ou pas ? Après, on a fait l'Espagne, on a fait l'Angleterre. Mon autre sujet, on l'a abordé à plusieurs reprises déjà dans tout ce qu'on a dit, c'était les Coupes d'Europe. Évidemment, quand je parle de Coupe d'Europe, je mets de côté la Ligue des Champions, parce que c'est celle que tout le monde regarde, il n'y a pas de souci. Mais il y a la Conference League et la Ligue Europa, qui restent des bonnes compétitions quand même. Moi, en tout cas, je prends plaisir à les regarder. Moi, c'est mes compétitions européennes préférées. Je regarde plus ces coupes-là que la Ligue des Champions, mais parce que je suis un hipster. Parce que c'est des matchs, c'est des pays. C'est souvent des pays et des clubs qu'on ne voit pas souvent. C'est ça. Et je sais pas, je pense qu'il y a un poids de l'histoire. Alors, peut-être pas pour Aston Villa, parce qu'au final, Aston Villa, c'est un gros club maintenant. Et surtout, le poids de l'histoire, ils ont Emery, donc il a l'habitude de jouer l'habitude de jouer ces finales-là. Mais le PSG, par exemple, si tu prends la Ligue des Champions, le PSG, ils ont l'habitude d'être là. Arsenal, ok, ils n'ont pas l'habitude d'être en finale, mais ils jouent la Ligue des Champions régulièrement. C'est un gros club qui est suivi, c'est un des leaders de Première Ligue en merchandising, etc. En tout. Qui attire les regards, ils ont l'habitude. Et les autres clubs, c'est des clubs qui n'ont pas l'habitude. Pas du tout. Fribourg. Fribourg, tous les ans, si tu leur dis tu vas être en finale de Coupe d'Europe, non, ils vont dire ah non. Déjà, si une année sur 10 ans, tu leur dis vous allez peut-être la toucher, ils vont dire surtout Fribourg, je peux parler longtemps parce que j'aime beaucoup le club, mais c'est des trucs. On parlait des projets. Alors eux, c'est niveau on fait confiance, on panique pas et peu importe ce qui se passe, on va continuer dans notre idée.
c'est quasiment les rois. C'est-à-dire qu'avant, pendant 12 ans ou 13 ans, je crois, ils ont eu un entraîneur. Et je viens de perdre son nom alors que je l'avais il y a 5 secondes. Mais bon, c'est pas grave, ils ont eu un entraîneur qui a toujours été là. Des fois, il a chopé des coupes, des fois, il a fait des Coupes d'Europe, des fois, il a lutté contre le maintien, pour le maintien, mais toujours, c'était lui. Il est parti, ils ont donné le poste à Schuster, qui est là depuis plusieurs années maintenant aussi, et c'est pareil, c'est toujours la même chose. Beaucoup de joueurs formés au club ou dans la région, et c'est surtout un club qui, tous les ans, est en bénéfice. C'est-à-dire qu'il ne dépense jamais plus que ce que ça rapporte les ventes. Ouais. Et tous les ans, ça va chercher des joueurs que personne ne veut trop ou que personne ne connaît trop. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Mais après, c'est pas pour en faire des stars. Ils vont pas les vendre 70 millions au Barça. C'est, ils vont créer leur effectif, ils vont faire leur équipe autour de ça. Et c'est des mecs qui vont... c'est très rare de voir un mec qui vient 1 an à Fribourg et qui s'en va. Et ils le prennent et ils vont lui dire t'es dans le projet pour les 3-4 prochaines années, la durée de ton contrat, etc. Tu vas jouer ce que t'es prévu de jouer et peut-être soit t'as attiré les regards et tu vas partir. C'est le genre de mec, ils vont l'acheter pour 800 000 €, ils vont le revendre pour 2,4 millions. Ouais, c'est des sommes que personne ne regarde, sauf que pour le club c'est hyper important. Et c'est que du plus. Là, moi j'ai le maillot quand il était au Hertha, c'est Derrick Sherrant, c'est ça, c'est Derrick Sherrant, ils vont le chercher au Hertha en 2e division. Ils le prennent pas si cher que ça parce que le Hertha a besoin de le vendre. Il a joué un peu cette année, il va continuer de jouer l'année prochaine et peut-être que dans 2 ans il partira, ce sera peut-être au Werder ou à Offenheim. Francfort, tous ces petits, en gros des autres clubs de Bundes. Très bien. Et c'est tout le truc. Et donc là, ils se retrouvent en finale, c'est incroyable. Ils ont explosé contre Villa parce qu'il y a Unai Emery. Ouais. Et après, je pense qu'il y a même un point à faire sur les clubs anglais, qui sont les petits clubs anglais, parce que là, on a du coup un club anglais pour chaque finale de Coupe d'Europe. Mais les petits clubs anglais, le problème, c'est que les petits clubs anglais, c'est le 3e plus gros club en Allemagne ou en Espagne. Exactement, parce que quand tu regardes, tu vois l'effectif d'Aston Villa, c'est pas un effectif d'Europa League. Tu regardes même ne serait-ce que les revenus ou l'effectif de Crystal Palace, mais ça n'a rien à faire en Conférence League. Là, par exemple, si tu compares Crystal Palace et Fribourg, alors que Fribourg est en Europa League et Crystal Palace en Conférence, ce que dépense Crystal Palace pour signer un joueur cet été... C'est le budget à l'année des autres clubs. Fribourg ne peut pas se permettre, ils n'ont pas cet argent en fait. Et donc c'est l'écart qui se creuse au fur et à mesure. Et c'est ça qu'on voit malheureusement dans ces finales, parce que pour le coup, ça s'est beaucoup ressenti sur la finale de la Ligue Europa. Ouais. Et j'ai un petit peu peur, je t'avoue, pour le Rayo. Alors j'aimerais beaucoup que le Rayo gagne, mais pareil, moi aussi, je sens que ça va faire le même tarif, ça va prendre du 2-3-0. Ouais, je pense aussi, mais en tout cas, ça reste, comme tu dis, cette histoire qui peut être bien racontée, qui est belle, parce que vraiment voir des clubs comme Fribourg, le Rayo, on parle de ça, mais il y a quelques années de ça, c'était Francfort qui était en finale contre les Rangers. Donc c'est tous ces clubs-là qui sont des clubs, des noms qu'on connaît tous, et qui vont rester en tête parce que on sait qu'ils ont joué telle finale. Ouais, et puis moi j'aime bien parce que c'est un truc, il y a un côté un peu romantique et un peu romantique dans l'idée de ces couples-là. C'est que c'est des clubs qui sont pas connus hors de leur pays. Mais du coup, l'exposition qu'il y a pendant ces finales, ça permet à des gens de découvrir quelque chose. Et je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un, cette année, il y a peut-être un gamin qui, alors on sait pas pourquoi, ce sera un peu fou, mais ça peut arriver, il a bien aimé Fribourg. Ouais. Parce que Fribourg, il est tombé sur un match où, peut-être pas la finale, mais un autre match avant, où il s'est rendu compte que Manzambi, il est trop fort. Atubolou, qui est dans les buts, qui a une sorte de présence, un peu un charisme qui peut t'attirer quand t'es gamin. Peut-être qu'en fait, il va se dire j'aime bien Fribourg, alors qu'ils les avaient jamais vus avant. Crystal Palace, ça peut être pareil. Tu peux te retrouver à être amateur de Crystal Palace, juste parce que les vois. Mais bien sûr. Ou le Rayo, évidemment, on en a parlé tout à l'heure. Ça te permet de voir un foot qu'on voit peut-être un peu moins. Parce que l'autre finale, par exemple, si on prend PSG Arsenal, c'est une finale. Alors oui, on ne sait pas qui les deux peuvent gagner et tout, mais au final, c'est un match de Ligue des Champions, comme tous les matchs de Ligue des Champions. C'est un match qu'on a déjà vu. Ouais. En gros, même si on peut dire ce qu'on veut, oui, là c'est une finale, oui, mais c'est une affiche qu'on a déjà vue.
Arsenal, c'est pas leur première finale de Ligue des Champions. Le PSG, c'est pas leur première finale de Ligue des Champions. Alors que de l'autre côté, quand tu regardes sur les dernières années, tu avais un Villarreal qu'on n'avait pas vu en tant que champion depuis un bout de temps. Ils sont partis récupérer une Ligue Europa. Tottenham, qui sont partis récupérer une Ligue Europa. West Ham. Et en fait, c'est tous ces clubs qu'on connaît pourtant et qu'on a déjà vus, mais qui n'ont plus l'habitude de gagner, qui n'ont plus l'habitude de vivre ces moments-là. Et bien là, il y a la Ligue Europa qui permet ça. C'est des clubs comme, un truc tout bête, mais c'est ce qu'on en parlait avant, enfin, en dehors du podcast, l'Universita Craiova. Est-ce que tu crois vraiment que moi, personnellement, comme ça, j'allais voir des matchs de l'Universita Craiova? Et pourtant, ils ont joué la conférence, j'ai regardé des matchs, j'ai kiffé, il y a des joueurs que j'aime beaucoup dans cette équipe, du coup, je continue de suivre. Et j'ai pu finir par regarder leur match pour la Coupe de Roumanie et le dernier match du championnat de Roumanie. C'est des histoires, comme tu dis, c'est la magie. Moi, c'est ce que j'appelle la magie. C'est des compètes qu'on aime bien. Et je pense on va regarder ça. On se fait pas trop de suspense. Ça va être. Il y a un risque que ça soit 3 clubs anglais qui gagnent les 3 Coupes d'Europe. Ouais. Et je me suis fait la réflexion. Je me rappelle, je crois que c'était en 2022 où il y avait 3 clubs italiens. Et les 3, ils avaient perdu. Ouais, mais est-ce que alors, c'est juste pour non, arrête, commence pas. Non, attends, est-ce que moi j'ai envie de te vendre un truc, j'ai envie de te faire un peu de storytelling. Est-ce que t'as pas envie de vivre ce moment extraordinaire avant la Coupe du Monde où les 3 clubs anglais ont gagné une Coupe d'Europe? Le Royaume-Uni nous casse les couilles, mais à une taille extraordinaire avec tout leur football is coming home. On y croit. Il y a les photos de Harry Kane qui porte la coupe et tout. Et l'Angleterre se faire sortir au premier tour. Ça serait magnifique. Après, je crois vraiment, parce que quand West Ham la prend la conférence, je suis presque certain qu'ils font aussi soit un doublé ou un triplé européen. Il y avait, je crois que c'était avant l'Euro où il y a eu justement exactement. le football is coming home. Ils étaient en train de se dire qu'allez, c'est bon, ça repart, on arrête. Hein. Donc non, après oui, encore une fois, et pareil, ça c'est un truc que je tiens à dire de manière publique. Je rêve que Harry Kane puisse gagner tous les titres possibles. Ok. Maintenant, c'est sûr que ça me ferait bien chier quand même que les Anglais ils prennent tout. Pour être drôle. Mais on en reparlera de la Coupe du Monde. Je pense qu'on fera un petit épisode vite fait une fois que toutes les listes sont sorties. Il y en a de plus en plus qui sont sorties avec des surprises. Moi, j'attends la liste d'Haïti. Il y aura des surprises dedans aussi. Je crois. Ah oui. Non, juste un point. Un point que j'avais zappé. Vas-y. J'étais trop heureux depuis la Coupe du Monde, depuis la compétition la qualification du Cap-Vert, parce que je me disais la légende, le héros Julio Tavares va mener les couleurs du DFCO en Coupe du Monde. Et en fait, il a pris sa retraite. Donc Julio, il est plus en sélection, il n'a pas été appelé. Non. Et je suis dégoûté parce que je suis sûr que quand t'es le Cap-Vert, dans un effectif de 26... Mais tu le mets dedans, t'es obligé de le mettre dedans. Tu peux faire un petit effectif de 25 plus Julio. Bien sûr que tu fais ça. Ah, c'est dommage, c'est moche. Ouais. Ah, c'est moche. Parce que j'aurais aimé voir Julio, le grand Julio, porter les couleurs de Dijon à la Coupe du Monde. Sinon, quoi d'autre pour le point, le point du podcast, on va continuer. Je vais essayer de continuer de faire des lives aussi, parce que c'était bien. On a fait 2 lives. J'ai fait 2 lives sur Football Manager. Alors, c'est là que ça devient compliqué. C'est sur Football Manager 2016, mais on est en 2018. Parce que pour laisser au jeu le 2 ans, histoire de construire du n'importe quoi, et d'arriver là-dedans, d'arriver dans un truc... Là, on y rentre. C'est-à-dire que j'arrive pas dans la saison 2016, j'arrive dans la saison 2018 d'un jeu fait en 2016, donc il y a eu déjà plein de choses bizarres avant que j'arrive. Il y a un Kylian Mbappé de 18 ans qui a été prêté pendant 1 an au Gazélec Ajaccio pour progresser un peu, pour jouer en Ligue 1, parce qu'à Monaco il pouvait pas. Il y a un Zinedine Zidane qui est entraîneur de Toulouse, parce qu'il s'est fait virer du Real et le seul poste qu'il a trouvé c'est Toulouse, donc ça c'est des choses comme ça qu'on aime voir. Il y a ça, il y a une Lazio donc, que j'entraîne qui est pour l'instant en tête du championnat d'Italie après 6 journées, je crois. J'ai une seule défaite où on s'est fait défoncer par la Juve, mais après on a fait des hold-up contre l'Inter, donc tout va bien.
Et voilà, non, c'est bien, c'est marrant, on va essayer de garder ça et de continuer de voir ce que devient le foot dans un jeu fait il y a 10 ans. Ça peut être drôle, j'ai essayé, j'ai déjà vu, je sais pas si t'as vu, j'ai recruté Ravi Poido. Oh, ça, j'ai pas vu. Alors Ravi Poido à 18 ans, je l'ai pris, il est remplaçant dans ma réserve parce qu'il a, il a même pas une étoile de potentiel. C'est-à-dire que c'est le, je crois que c'est le pire, je crois que c'est le pire joueur de la réserve de la Lazio. Et Ah. Ouais. Ah, mais il se trompe. Sache qu'il Ouais. se trompe. Hein. et voilà, non, donc on va essayer ça. Prochain épisode, je pense qu'on fera pas sur le joueur du coup, parce que la Non, Coupe il y du aura Monde la Coupe approche. du Monde entre-temps. Donc, je pense que le prochain épisode sera sur la Coupe du Monde. Je pense que même l'épisode qui va suivre, ce sera sûrement dans le feu de l'action de la Coupe du Monde. Ouais, et je pense que pour la Coupe du Monde, on pourra essayer de faire une fois qu'on aura toutes les listes. On va pas faire une revue de toutes les listes, hein, Non, c'est bon. parce que Certainement déjà, pas, il y a 42 équipes. Déjà. 42 équipes et personne connaît les joueurs dans la moitié d'entre Ouais. eux. Mais, Parce que la liste de l'Ouzbékistan, désolé, mais pas mon mais délire. peut-être chacun se fixera 2-3 équipes pour qu'on en parle, ou alors faire une sorte de un petit bracket. Let's go. Ouais. Pour voir, voir contre qui la France sortira, si c'est en quart ou en demi. En finale, tu veux dire. Mais vas-y, Ouais. on en Et, reparlera. et contre qui Neymar se blessera. Ouais, ce qu'il jouera déjà. Mais Spoiler, pareil. il se sera blessé avant. Et voilà. Mais voilà, donc on a plein de choses qui arrivent et ça va être très bien. Ouais, au top. Et encore une fois, merci au Magenta Center de nous accueillir parce que vraiment, encore une fois, les locaux sont magnifiques. Je pense que vous allez l'entendre à un moment dans l'épisode. Je m'arrête parce que je rigole, parce qu'il y a un monsieur qui est passé, qui nous a vus et qui a crié Espagnol, Espagnol, Espagnol. Et c'est toujours un plaisir. Bah oui, la chance. C'est sûrement un fan de Alex Kral. Ouais, Alex Kral qui a une poignée de main de nous. Putain. Je dirais pas pourquoi, comment, mais une poignée de main. Genre catastrophique, Alex Kral. Attention à ce que tu dis. Alex Kral qui aurait pu avoir une meilleure carrière au MMA qu'au foot. Mais la place était déjà prise par Guiri. Mais qui va sûrement jouer la Coupe du Monde. À voir, parce que j'ai pas revu la liste de la République tchèque. Non, on en parlera. La République tchèque sera dans la Ça, liste. c'est sûr. Allez, ciao. Bye.